opinions différentes des autres, gné, je suis un rebelle, espèce de bouffon. Bonjour à toutes et à tous, ici Laoïd Moderne. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je ne suis pas du genre à avoir peur quand il s'agit d'affronter des opinions divergentes des miennes qui sont pourtant très vocaux et très vindicatifs, ou voire même à relativiser tout un consensus. Je me suis attiré les foudres de pas mal de personnes parce que j'ai dit que My Hero Academia pour moi c'était comme Naruto mais en mieux. Ensuite, j'ai voulu remettre en question le fait que les lootbox soient aussi acceptés dans l'industrie du jeu vidéo AAA, et puis ça avait commencé il y a très longtemps, il y a maintenant quoi, 5-6 ans, quand j'ai dit que Pokémon, non, ce n'était pas mieux avant. Je ne sais pas si les opinions que j'ai émises dans mes vidéos sont considérées comme impopulaires ou populaires ou je ne sais pas quoi. Par contre, les opinions populaires, c'est très intéressant à observer parce que peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose de différent, de nouveau, d'enrichissant et d'instructif en échange. Ou alors on va tomber sur des tas de billevesés de gens sans éducation aussi, c'est possible. Mais bon, du coup, je vous ai posé la question sur Twitter, quelles sont vos opinions impopulaires concernant les animés et les mangas? Et je vais lire ça tout de suite et réagir à ceux qui m'ont le plus frappé. On commence avec Prof Isekai qui dit: les gens qui disent qu'ils aiment pas les mechas sauf Code Geass parce que c'est pas vraiment un mecha, il y a des intrigues politiques, il y a un univers et tout, sont de mauvaise foi incroyables ou de parfaits abrutis. Wow, direct la violence, on insulte les gens, c'est super. Eh bien, par contre, j'ai envie de dire un peu oui, voilà, j'irai pas jusqu'à traiter les gens d'abrutis, mauvaise foi, je sais pas quoi, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui n'étaient pas réceptifs au genre des robots géants se sont pourtant retrouvés dans Code Geass. Peut-être que ils se disent que les robots géants n'ont pas un aussi grand focus, une aussi grande importance que dans d'autres séries. Peut-être que juste l'idée de se plonger dans les univers, on va dire, gigantesques de Macross et de Gundam les intimide. Peut-être que Evangelion, ça leur fait un peu peur parce que ça parle de philosophie, tout ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'aussi qu'ils ont une espèce de souvenir vague de Goldorak, ou ce genre de choses, en disant que c'est un gros truc bourrin, un peu ringard, un peu simpliste, un petit peu façon dessin animé, vieillot, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de réticence pour le genre des robots géants, alors que c'est pourtant un des genres les plus importants de l'histoire de l'animation japonaise. C'est un genre qui a vraiment propulsé et soutenu l'entièreté de l'industrie de l'animation japonaise au bout de leurs bras métalliques. Faut se rendre compte quand même qu'à partir de fin 70, début 80, le genre des robots géants est devenu fondamentalement politique en fait. Justement, c'est devenu un genre qui parle beaucoup de grandes histoires de guerre qui s'étalent des fois sur plusieurs années, qui sont à la clé de tout le destin d'un peuple ou d'une nation ou ce genre de choses. C'est vraiment à partir de ce qu'on appelle la vague des real robots, quoi. Les robots qui ont une prétention à être un peu plus réalistes, un peu plus ancrés dans la réalité avec ses limitations, ou là où précédemment les robots géants, voilà ce qu'on appelait les super robots, c'était comme des super héros, où c'était vraiment le centre d'intention sur lequel le spectateur se focalisait. À partir du real robot, à partir d'œuvres comme Gundam, et bien là le robot est considéré comme, il pouvait être iconique certes, mais il était surtout considéré comme un véhicule parmi tant d'autres, comme un espèce de tank glorifié en quelque sorte, et le héros des fois pouvait piloter d'autres robots que le robot habituel, et c'était quand même les humains qui étaient au centre de l'intrigue et qui étaient les plus importants, et ça se sentait de plus en plus. Et à partir de ce moment-là, comme j'ai déjà dit, c'est devenu fondamentalement politique. C'est quand même le premier Gundam à la base, c'est une histoire de guerre civile entre des séparatistes, entre ceux qui habitent toujours sur Terre et ceux qui habitent dans des colonies spatiales, et il y avait toute une sorte de nouvelle race humaine qu'on appelait les New Type qui commençait à se développer en parallèle à cause de l'exposition dans l'espace et tout. C'était quand même sérieux, hein, c'était chaud, il y avait de la tactique militaire, il y avait des choses comme ça. Donc si, on peut vraiment parler d'univers, et il y a de la politique, et il y a des intrigues, il y a plein de choses. C'est juste que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un côté rugueux, un côté inaccessible peut-être chez certaines de ces séries de robots géants, alors qu'en fait non, il suffit de se poser, t'as des séries qui servent de très bons points d'ancrage. Je pense aussi que Code Geass, de fait de son chara-design assuré par Clamp avec ses bonhommes spaghetti et tout, le fait que t'as un personnage charismatique assez BG qui sert de pâté à Fujoshi à faire des bons
Dojinshi Yaoi, hein, tu sais, et le fait qu'il y a ce côté tacticien du style « Haha, je savais que tu savais que je savais que tu savais que ton plan allait réussir, du coup j'ai anticipé avec un autre plan, tu vois ». C'était la période un petit peu Death Note de l'animation japonaise, on va dire, tu vois. Voilà, je pense tout simplement que Code Geass a délivré une histoire de Real Robot, de robots géants politiques, on ne peut plus normal, mais avec une présentation qui a permis d'attirer des gens et un nouveau public qui n'était pas réceptif à la direction artistique ou au ton des précédentes séries. C'était peut-être trop militaire, torse bombé, serious business pour eux, alors que, je veux dire... T'as Norio Wakamoto qui fait la voix du président des États-Unis avec un toupet sur la tête, et t'as un Spaghetti qui fait un Tatsumaki Senpukaku dans les airs. C'est très rigolo, Code Geass, faut pas se mentir. Yanis2111 me dit « Les animés et mangas les moins connus sont souvent les meilleurs. Bravo monsieur, vous êtes un hipster !» Mais c'est vrai que dans toute forme d'art, il y a des fois des pépites cachées, des trésors enfouis qui méritent d'être déterrés et réévalués aux yeux du grand public. Sato Tendu 9 me dit « Les rôdeurs de la nuit méritent une grande reconnaissance en France et partout dans le monde. Hashtag sauvons le rôdeur de la nuit. » Alors, ceci n'est pas une opinion impopulaire, c'est une demande. C'est une déclaration pour promouvoir un manga, ce qui est une bonne chose. Après tout, Les Rôdeurs de la Nuit est en effet un des titres les plus populaires et aimés du Shonen Jump en ce moment, et pourtant, en France, il a fait un démarrage on ne peut plus abyssal, personne ne sait que ça existe, alors que dans son pays d'origine, c'est un gros hit, au point même qu'il va avoir une adaptation en animé par les studios Ufotable, les gens qui s'occupent d'ailleurs de tout ce qui est les grands films ou les séries importantes animées de Fate Stay Night et compagnie. Donc ça risque de déchirer des races, mais désolé, ce n'est pas une opinion populaire, donc je passe. Kage Solitia me dit « On crache beaucoup trop sur les mangas estampillés shoujo sous prétexte qu'il s'agit tous de romans stériles et mièvres rose bonbon, alors qu'il existe tellement qui sont de véritables pépites. » Eh bien, je suis extrêmement d'accord avec ça, je n'arrive pas à croire, c'est une opinion impopulaire ça, c'est populaire de dire que les shoujo c'est un espèce de sous-genre dégueulasse rempli de diabète et de mièvrerie à base de romances débiles. Non, c'est terrible que les gens se mettent à penser ça. Je veux dire, deux de mes mangas préférés de tous les temps, c'est des shoujo. Il y en a un, il s'appelle Life, et l'autre, il s'appelle Pygmalion. Et Life, comme vous le savez, j'en ai parlé dans mes vidéos, c'est une histoire extrêmement joyeuse qui parle de maltraitance scolaire, de persécution et de drame qui virent des fois au tragique. Donc c'est pas trop le temps des romances, des yeux de biche et des fleurs autour des cases. Non, c'est pas trop ça. Quant à Pygmalion, bah, c'est une histoire en fait d'aventure, fantasy, ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur Bernard Minet. Le personnage principal est un garçon, il est déterminé à accomplir un objectif, il se fait un grand voyage où il rencontre des amis, il a des power-up, mais c'était publié dans un magazine shoujo. C'était publié dans un magazine qui était destiné principalement à un public féminin. Donc, tout ça ne veut rien dire en fait, ce n'est vraiment qu'un terme géographique shoujo, ça veut juste dire que si le manga était destiné à un public de filles à la base et que c'était publié dans un magazine pour filles, eh bien c'est techniquement un shoujo. Le reste, ça peut être de la fantasy, ça peut être même de l'horreur, ça peut être du drame, ça peut être des récits historiques, ça peut être plein de choses, ce n'est pas forcément que des histoires de romance, parce que imaginez un magazine où je sais pas, de 300 pages, je sais pas combien, où tous les mangas, c'est que de la romance tout le temps, ce serait extrêmement pénible. On se ferait chier, il faudrait de la variété. Vous savez, les femmes sont des êtres humains comme les autres qui ont besoin de varier les styles de fiction pour pas mourir dans leur tête, vous savez, hein. Regardez, je vais vous sortir un autre exemple, tu vois. Il y a un manga du même auteur que Pygmalion qui s'appelle Sokaban Deka, ce qui veut littéralement dire la policière délinquante ou un truc du genre. C'était une histoire où il y avait des morts violentes, où ça se tatane, où t'avais une héroïne badass, super cool, qui hésite pas à foutre des poings et à bien se défendre. D'ailleurs, cette héroïne a été la source d'inspiration principale pour Ryuko dans Kill la Kill. Une inspiration que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans ma vidéo de Kill la Kill, mais c'est parce que je suis une grosse merde. C'est vachement chose qui peut se passer dans Sukeban Deka. Il y a des gens, ils vont dire oh là là, mais c'est quoi, c'est un seinen, tellement c'est trop mature et dark. Mais non, c'est un shoujo, c'est un shoujo.
Voilà. Faut vraiment arrêter ce mythe du shoujo romance tout le temps là, c'est très pénible. Et si c'est vraiment une opinion populaire de dire que shoujo égale romance mièvre et que rien d'autre, j'en peux plus, hein, je quitte cette planète et je fais tout péter avant. Dim Rocket74 nous dit « La VF de One Punch Man est le meilleur doublage, Orelsan incarne à merveille Saitama. » Alors... comment dire, je pense que oui, le doublage de One Punch Man VF est de très bonne qualité, ce sont des gens et un studio de talent très compétent qui s'est occupé de ce projet, pour moi il n'y a pas de souci. Le fait d'avoir mis Orelsan en star talent pour attirer des gens me semble être une bonne idée parce que Orelsan c'est quelqu'un qui fondamentalement aime beaucoup les mangas de façon absolument pas dissimulée, voire même très... on va dire exprimé. Maintenant, je saurais pas dire si Orelsan incarne vraiment à la perfection Saitama. Je pense qu'il fait un travail des plus honorables, que c'est tout à fait comme il faut, il n'y a pas de souci, c'est bien. Je dirais pas que c'est la meilleure incarnation de Saitama, je ne saurais pas te dire. Je sais pas. En tout cas, il ne gâche pas le personnage, ça c'est sûr, donc à ce niveau-là, tout va bien. Si vous voulez une vidéo beaucoup plus intéressante et renseignée qui parle du doublage VF de One Punch Man, je vous conseille de voir la vidéo de Mr. Fox, je le mets dans le coin. C'est vraiment une vidéo super bien à ce sujet, et juste regardez les vidéos de Mr. Fox, dès que ça parle de doublage, en fait, c'est bien d'avoir des opinions éduquées de temps en temps sur internet, ça change. Ensuite, il y a ce type qui me dit « Les Rôdeurs de la Nuit est l'un des meilleurs mangas actuellement en cours de publication, hashtag sauvons les Rôdeurs de... » Ce n'est pas une opinion, encore une fois. Ça, arrêtez là, c'est bon. Will Marcadet me dit « La première série Fullmetal Alchemist est mieux que la seconde. » Ceci est vraiment très intéressant comme opinion, mais je ne suis pas d'accord, mon ami. Je pense que globalement, étant donné que la deuxième série suit le manga original, et que le manga original, ça se sentait que l'auteur avait des idées dans la tête de comment développer son univers et ses personnages et dans quelle direction allait l'histoire, ça se voit que c'est un récit qui était mieux tenu et plus intéressant. Et le fait, par exemple, qu'il y ait d'autres pays, qu'on explore plus l'histoire de Ishbal, qu'on découvre les nations de Kshin, qu'il y a plein de choses comme ça, qu'on voit un peu plus les dessous de ce qui se passe dans Central, l'origine véritable des homoncules avec le père originel et tous ces trucs. Non, c'est globalement, je pense que c'est un récit qui est bien mieux tenu globalement. Mais là où je pense que le bas blesse et où je comprends ta détresse, mon ami, c'est que en effet, les débuts de Brotherhood sont assez bâclés, sont pas très intéressants en fait, tout simplement parce que c'est le même studio, Bones, qui a fait la première série Fullmetal Alchemist, où ils ont un peu pris plus leur temps pour développer l'histoire et les chapitres à un meilleur rythme, et du coup, ben, ils ont dû faire vite en fait, ils ont dit non, on va pas tout réanimer depuis le début, ça va faire redite, on a déjà fait une série qui parle de tous ces arcs scénaristiques, il faut expédier tout ça, et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des premiers épisodes qui sont à un rythme super effréné, où tu comprends rien à ce qui se passe, et où c'est pas très top, mais par contre, une fois que tu arrives à la partie du manga, où l'histoire originale commence et diverge de l'animé précédent, bah là ça reprend un rythme plus simple, plus serein, plus posé et plus intéressant et mieux à suivre, et c'est vraiment super. Là où le problème dans l'animé précédent, c'est que l'animé était avancé à un point où le manga n'était pas encore fini d'être écrit et publié. Voilà, il a pris de l'avance trop sur le manga, et du coup ils ont dû inventer toute une histoire originale où il y avait un portail qui menait vers la Seconde Guerre mondiale, et... Écoutez, hein, moi j'aime bien les gitanes et j'aime bien Fritz Lang, mais je suis pas très content de la conclusion de Fullmetal Alchemist, la série précédente. Même avec leur film là, non, c'est... Pour avoir une expérience en termes d'animé de Fullmetal Alchemist entièrement satisfaisante, tapez-vous la moitié de la première série Fullmetal Alchemist, et une fois que vous arrivez au moment où l'histoire change par rapport au manga, basculez au même moment vers Fullmetal Alchemist Brotherhood et continuez jusqu'à la fin comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon de voir Fullmetal Alchemist en animation, c'est... parfait comme système, je pense. Mr. Enzor me dit « Gurren Lagann, Cowboy Bebop et Akira sont des mauvais dessins animés ».
On avait dit des opinions impopulaires, pas des choses factuellement fausses. D'ailleurs, en parlant de Mr. Enzor, la fin de Neon Genesis Evangelion est une fin correcte et compréhensible par tous. Alors oui, bah je suis tout à fait d'accord, je dirais même que ça encourage à s'y pencher et à se remettre en question et analyser le truc. Après je comprends que des gens aiment pas, mais voilà, c'est pas totalement inaccessible non plus en fait la fin d'Evangelion. Je veux dire littéralement, j'avais 13 ans quand je l'ai vu, ça m'a retourné le cerveau certes, mais ça fait l'homme que je suis actuellement. Ah merde, ouais, c'est pas une bonne chose. Shirohige TV me dit Eishil 21 est le meilleur manga de sport. Alors, je sais pas si c'est le meilleur manga de sport, mais c'est un super bon manga de sport. Encore une fois, le même dessinateur que One Punch Man. C'est le travail qu'il a fait justement avant One Punch Man, donc il faut regarder Eishil 21. J'en avais rien à foutre du football américain, et là, quand je regardais ce manga, j'avais l'impression d'être avec les joueurs en fait. De toute façon, tous les bons mangas de sport te donnent cette impression en vrai, donc c'est pas très original comme remarque, mais voilà. Le football américain, faut quand même beaucoup pour m'intéresser, tu vois, donc je pense que ça fait un bon travail là-dessus. Tovani me dit, Les Rôdeurs de la Nuit, l'un des meilleurs mangas, mais putain là. L'ami Concha me dit, le moe n'est pas désagréable en soi. Il est compréhensible que ça agace beaucoup de gens, mais n'est-ce pas juste un stéréotype comme les autres dans l'air du temps? La production de mangas et animés toujours plus conséquente chaque année donne peut-être cette sensation d'invasion. Ma foi, je ne sais pas si c'est une opinion impopulaire, je ne pense pas vraiment, mais oui, je pense que c'est tout à fait vrai en fait. C'est tout simplement que l'industrie de l'animation japonaise est tellement remplie à ras-bord de nouveaux animés à chaque saison qu'au bout d'un moment, ben, forcément tu tombes pas sur des perles. Je veux dire, quand tu as, je sais pas moi, une quarantaine d'animés qui sortent tous les 3 mois, tu te dis qu'une bonne partie, ça n'a pas été fait avec amour de l'art, tu vois. Et le fait qu'ils intègrent du moe, tu te dis, ouais, ils ont pas dû faire ça par appréciation des stéréotypes typiques du moe, ou par envie de jouer avec le genre. Non, je pense que il y a des œuvres qui sont faites sans aucune passion, pour simplement le but d'utiliser du moe, des trucs mignons, adorables, des filles attirantes pour emprisonner des otaku dans un cycle de fidélisation, les amenant à plus de consumérisme et d'achat de figurines, de produits dérivés, de CD dramas et de trucs comme ça, tu vois, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est très dur. C'est devenu très dur d'être renseigné et au fait de ce qui se passe dans l'animation japonaise parce qu'il y a trop d'animés et qui sont juste là pour t'enfermer dans un état de béatitude monomaniaque. Et malheureusement, le moe est un facteur efficace qui contribue à ce genre d'abus comportemental auprès de la communauté d'amateurs d'animation japonaise, malheureusement. C'est très très pénible, ça fait chier, et alors que concrètement, le moe, j'ai rien contre. Hein. Si on a de temps en temps un peu dans un animé, pour égayer, pour donner envie ouais, de soutenir une série en achetant un peu de goodies, et puis c'est bon, voilà, j'ai rien contre, mais juste fait pour ça, c'est dommage, c'est dommage. Charlotte Pio me dit « Samurai Champloo supérieur à Cowboy Bebop ». Ma foi, ceci est en effet une opinion impopulaire, mais... est-ce une mauvaise opinion pour autant? Je ne pense pas, mon ami, je ne pense pas. C'est comme dire, le bien absolu, c'est bien, mais le bien absolu avec des frites mayo, c'est encore mieux, tu vois, c'est... Fondamentalement, personne n'est perdant dans l'histoire, tu vois. Choisissez votre bonheur, est-ce que vous préférez du jazz dans l'espace ou du hip-hop chez les samouraïs? Pour moi, tout le monde est gagnant, y a pas de problème. Danny3976 me dit « JoJo's Bizarre Adventure est un classique au même titre que Dragon Ball et Kutonoken, et il est tout aussi précurseur que... » Alors, j'ai envie de dire, juger de ton avatar, que tu as l'air d'être un de ces fans de JoJo un petit peu forceur, mais tu as parfaitement raison. JoJo's Bizarre Adventure est un manga extrêmement important dans l'histoire du shonen d'action Neketsu, et il est aussi important que les deux œuvres que tu viens de citer précédemment. Sans ces personnages à l'esprit tordu qui passent leur temps à anticiper les tactiques de leur adversaire, on n'aurait peut-être pas eu des mangas comme Death Note. Sans le système d'énergie de l'onde ou du Hamon couplé avec le ki de Dragon Ball, on n'aurait peut-être pas eu ces systèmes d'énergie complexes et versatiles comme le chakra dans Naruto ou le Nen dans Hunter x Hunter. Et si on n'avait pas eu ces super pouvoirs avec des conditions spéciales et des limites comme les stands, on n'aurait pas eu,
tous les super pouvoirs qu'on a là en ce moment dans les shonen d'action, aventure, combat. Je veux dire, les haltères de My Hero Academia, les fruits du démon dans One Piece, et surtout les pouvoirs liés aux naines dans Hunter x Hunter. Il n'aurait jamais existé si, il ne s'était pas inspiré de ce puits à idées complètement dément qu'était JoJo's Bizarre Adventure. C'est un manga important, c'est un manga séminal qui a changé la face de ce médium pour toujours, et c'est très important qu'on le regarde et qu'on l'étudie, parce que c'est ce qu'ont fait tous les mangaka après lui, tu vois. Donc si tous les auteurs de vos œuvres favorites ont été à un moment ou un autre inspirés par Jojo et se sont dit que c'était un très bon manga à analyser pour enrichir leur propre création, je me dis que le public, ce serait dommage qu'il rate l'occasion de faire de même. Angel Elia me dit « Digimon supérieur à Pokémon ». Alors, concernant les séries dans les années fin 90, début 2000, oui. Concernant le reste, non. Galorius Kun me dit Mob Psycho est meilleur que One Punch Man. Alors, pour le manga, je sais pas, mais pour l'animé, j'ai envie de dire oui. J'avoue, j'ai beaucoup plus kiffé l'animé de Mob Psycho que celui de One Punch Man. Et celui de One Punch Man, son animé, il était vraiment très bien, il était super, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point Mob Psycho l'animé, c'est encore plus giga oméga super. Je dis pas que l'un est nul, l'autre est meilleur, je dis que l'un est giga bien et l'autre est cosmique, tu vois. Mais voilà, c'est une opinion comme une autre. Mais comme c'est moi qui l'a dit, c'est plus important parce que je suis une personnalité d'internet et c'est comme ça que ça marche, je suppose. Et enfin, pour finir, Dio Brando-sama nous dit « Les rôdeurs de la nuit, bordel !» Arrêtez de polluer mon fil d'opinion impopulaire avec les rôdeurs de la nuit, ça va, on a compris. C'est un très bon manga, il est populaire chez Jump. Panini Manga a fait un très mauvais lancement et il devrait tout recommencer depuis le début pour faire un meilleur boulot. L'anime arrive, mais pourtant personne en France connaît. Oui, on a compris, c'est bon, ok, d'accord, ouais. C'est peut-être pas juste que des mangas comme Dr. Stone ou My Hero Academia, qui sont des œuvres populaires du Shonen Jump en ce moment, ont eu un lancement super et des très bonnes ventes, ainsi que Promised Neverland, alors que Les Rôdeurs de la Nuit, qui est du même calibre, se retrouvent dans le cimetière des éléphants qu'est la collection Panini Manga. Donc en effet, oui, lisez Les Rôdeurs de la Nuit. Jésus-Christ, il a dit, oh là là, Les Rôdeurs de la Nuit, c'est quand même vachement bien, et je suis quand même le mec qui a écrit le Nouveau Testament, moi j'aurais bien voulu faire ça comme manga. 5 sur 5, 10 étoiles sur 10, tête contente sur tous les magazines, Télérama, le Nouvel Observateur, Les Incorruptibles, le journal de Mickey. Les Rôdeurs de la Nuit, c'est plus important que l'oxygène, c'est plus important que les waifus, c'est plus important que de faire des dons Tipeee sur les youtubeurs. C'est voilà, lisez ça. Putain, mais les rôdeurs de la nuit, les forceurs de la nuit, oui. Merci à tous mes tipeurs de continuer de me soutenir durant l'été. Si vous voulez vous aussi m'aider à rester indépendant financièrement dans mes créations vidéo, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Il y a même des contreparties en échange. Mais si vous ne pouvez ou ne voulez pas envoyer des sous directement, vous pouvez me soutenir aussi via Utip, juste en regardant des pubs qui rapportent 5 centimes, si le principe ne vous dérange pas, bien sûr. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus de vidéos interaction directe avec vous comme celle-là, n'hésitez pas à le faire savoir aux commentaires. Mon rythme de production a baissé en été, mais je ne disparais pas pour autant et je reviendrai à la charge dès la rentrée. Bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles chroniques.